Le ciel s'assombrit sur l'ex-Zaïre dès 1965. Le pays, aux richesses naturelles et humaines impressionnantes, entame une tragédique descente aux enfers. L'économie jadis florissante tourne au ralenti. Le pouvoir de Mobutu, profitant de sa position d'allié stratégique de l'Occident dans le contexte de la guerre froide, choisit la facilité en recourant à un endettement massif et systématique. La communauté internationale, informée pourtant de l'utilisation odieuse de cette dette, continua à prêter de l'argent à Mobutu. Le peuple, lui, voyait sa situation s'empirer. Entre 1965 et 1970, le stock de la dette passa de 32 à 300 millions de dollars. Il atteignit 5 milliards en 1980 et explosa à environ 13 milliards en 1998. La RDC était clouée au sol. Elle consacrait près de 80% de son produit intérieur brut au service de remboursement de la dette. Ce fardeau empêchait tout envol. Et pourtant, la RDC va étonnamment relever la tête, prendre ses responsabilités pour enfin obtenir en juillet 2010 l'annulation de 12 milliards de dollars de sa dette. Ce résultat historique écarte la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la première place du classement des grands événements de l'année 2010, puisqu'il donne des ailes et de l'élan à la RDC pour réduire sensiblement la pauvreté de sa population. Le pays est asphyxié par le poids de sa dette extérieure. Lâché par les Occidentaux, le régime de Mobutu est insolvable. Le maréchal rompit par saut d'humeur tout lien avec la Banque mondiale et le FMI. Laurent Désiré Kabila, arrivé au pouvoir en 1997, hérite de cette situation. Il refusera de payer toutes les dettes contractées par Mobutu pendant la guerre froide. Il reproche au FMI et à la Banque mondiale d'avoir volontairement pris des risques en empruntant à un système qui a profité seul de la dette avec des réalisations soit minimes, soit fictives, soit inutiles pour la population. C'est le cas des 30 usines d'égrenage de coton achetées en 1972 à une firme américaine pour 7,7 millions de dollars par le ministère de l'Agriculture et qui furent abandonnées, emballées dans les gares et aéroports zaïrois. C'est également le cas de l'usine sidérurgique de Maloku qui importait d'Italie au double du prix de la fonte la mitraille dont elle se sert dans la fabrication de l'acier. Le président Laurent Désiré Kabila déclare « La République démocratique du Congo ne remboursera pas parce qu'on ne voit aucun travail y effectué avec cet argent ». Au soutien de sa position, Laurent Désiré Kabila fait une comparaison implacable. Si vous prêtez de l'argent à un voleur, vous devez vous attendre au risque de ne pas être remboursé de cet argent dans l'avenir. Le FMI et la Banque mondiale menacent de ne plus accorder de nouveaux crédits au gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Ils sont persuadés que ce dernier ne tiendra pas et qu'il reviendra vers eux pour trouver l'argent nécessaire à la reconstruction de son pays. Le président Laurent Désiré Kabila va contre toute attente réussir 4 années durant à faire fonctionner son pays sans l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Cette réussite fit naturellement peur à la communauté internationale. Laurent Désiré Kabila sera lâchement assassiné dans son bureau le 16 janvier 2001. Il est remplacé par son fils, Joseph Kabila. Ce dernier, après avoir scruté le passé et pris la mesure des aspirations de son peuple, se résout à renouer contact avec les institutions financières internationales. Il veut rembourser la dette, certes contractée par Mobutu, mais au nom de l'État congolais. Un programme économique est conclu avec le Fonds monétaire international en 2002
dans le cadre de l'initiative des pays pauvres très endettés, IPPTE. Cette initiative, qui vise l'allègement de la dette extérieure des pays à faible revenu et fortement endettés, repose sur une batterie des critères quantitatifs, des repères et des réformes structurelles à mettre en œuvre. Au terme de ce programme, les institutions financières internationales promettent d'inscrire la RDC sur la liste des pays susceptibles de bénéficier d'un allègement de leur dette extérieure, à condition que la RDC leur soumette son document stratégique pour la réduction de la pauvreté, le DSRP. Ce document expose les différents programmes macroéconomiques et sociaux qui constitueront la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté dans le pays concerné. C'est en juillet 2003 que le document de la RDC est approuvé par le FMI. Cette date marque le point de décision. Mais puisque le point de décision n'est qu'une promesse, le plus dur restait à faire. La RDC devait mettre en œuvre les stratégies qu'elle avait définies et promises dans son DSRP pour atteindre le point d'achèvement. Mais les efforts accomplis furent stoppés par la transition 1+4, période durant laquelle la RDC multiplia des contre-performances. Elle s'éloigna des stratégies qu'elle avait elle-même définies. Nouvelle rupture avec le FMI. La période intérimaire, celle qui est comprise entre le moment où un pays atteint le point de décision et le moment où il atteindra le point d'achèvement, s'allonge de manière interminable pour ce qui concerne la RDC. La faute, c'est sûr, c'est à mettre à l'actif de la présidence inouïe 1+4 qui a mis beaucoup d'institutions et beaucoup de ministères dans une situation de léthargie, d'inexistence et de faiblesse de fonctionnement. Les conflits d'intérêts ont ralenti visiblement les choses. Sans doute fallait-il passer par là pour aboutir aux élections de 2006 qui allaient mettre fin à la crise de légitimité. Les élections de 2006 sont remportées par Joseph Kabila qui obtient également une majorité stable au Parlement. Il peut, enfin, dérouler sa vision de gestion du pays. Il veut absolument obtenir un allègement de la dette extérieure, quitte à se plier aux conditions des institutions de Bretton Woods. Il tient à colmater les brèches avec le FMI dont il connaît le rôle de police pour les partenaires internationaux. Pour cela, il lui faut mettre à la tête du ministère des Finances un homme compétent et reconnu comme tel par ces institutions financières internationales. Plusieurs noms sont proposés par le Premier ministre Gizenga chargé de la formation du gouvernement, mais le choix du président se pose sur M. Athanase Matenda Kiewu. Ce n'est pas un inconnu sur la scène politique. Il vient d'être élu député national de la circonscription de Pangui dans le Maniema en tant qu'indépendant. Avant sa nomination dans le gouvernement Gizenga, il fut ministre de la fonction publique dans le gouvernement de transition et député à l'Assemblée nationale de transition sur la liste de la société civile. Le président connaît M. Athanase Matenda, qui est un homme croyant et pratiquant, discret et efficace. Il incarne une forme de compétence au pluriel. Il vient du secteur privé où il a plutôt réussi. Il est entré dans la vie politique, dans la vie publique avec un idéal, celui d'influer sur les choses pour réduire la pauvreté de ses compatriotes. Alors le président l'a vu à l'œuvre parce que M. Athanase Matenda fut de la vue générale plutôt un bon ministre de la fonction publique, sinon l'un des meilleurs. En plus, c'est un économiste qui jouit d'une bonne réputation auprès des institutions financières internationales. Donc, si vous voulez, il a exactement le profil des difficultés que connaît la RDC à ce moment-là, c'est-à-dire en 2006. Dès sa prise de fonction au ministère des Finances, M. Athanase Matenda a, sur initiative du chef de l'État Joseph Kabila, approché les partenaires internationaux, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Sa mission, réintégrer rapidement la RDC dans le programme IPPTE du FMI. L'horizon tracé, le ministre est déterminé à tenir la route. Il injecte de la responsabilité dans les finances de la RDC. On ne dépense que ce qui a été prévu.
Il pilotera ce ministère de manière exemplaire. Il prit part à toutes les réunions où les intérêts économiques de la RDC étaient directement ou indirectement concernés. Ce fut le cas des réunions des ministres ACP, réunion du groupe consultatif du Fonds européen pour le développement sur la RDC, réunion sur le suivi des projets Banque mondiale, réunion sur la revue de performance du portefeuille de la Banque mondiale, réunion des ministres africains des Finances sur la 3e chaise accordée par la Banque mondiale. La RDC